Bonjour et bienvenue à cette quatrième séance d'introduction juridique à la blockchain. Je m'appelle Juro Christian et je suis heureux de pouvoir avec vous procéder ou voir un nouveau chapitre. Aujourd'hui, nous allons parler de la question du rôle du juriste qui va désormais devoir naviguer entre deux systèmes. Un système centralisé auquel il est habitué depuis qu'il est étudiant sur les bancs de l'université, et un système décentralisé qu'il va devoir apprendre et comprendre à la fois par nécessité et par volonté, je l'espère bien. Je m'appelle Juro Christian et je suis ce qu'on appelle un évangéliste juridique blockchain. Je suis juriste et développeur blockchain. Ma spécialité c'est Ethereum et notamment je développe et je fais de l'architecture de contrats intelligents, ce qui sous-entend également que je peux que je les interprète juridiquement pour notamment pouvoir définir les différentes responsabilités juridiques incombant à chaque participant au fonctionnement d'une blockchain ou d'un smart contract ou d'un protocole dans la DeFi par exemple. Et récemment justement en discutant avec mes étudiants, puisque j'enseigne, j'ai un campus qui s'appelle campus DeepFab. Vous pourrez taper DeepFab et puis vous trouverez le campus. Une question m'a été posée, à savoir, finalement, quand on analyse le mode de fonctionnement de la blockchain, on a tout de suite cette tendance à se dire le juriste va devoir servir de maître qui sont la blockchain et le droit constitutionnel, le droit traditionnel. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec cette manière de voir les choses et je vais tout à l'heure m'expliquer, vous comprendrez pourquoi. Mais déjà, partons d'un fait, c'est que une blockchain, en réalité, c'est avant tout une organisation hermétiquement fermée qui possède ses propres lois, sa propre monnaie, valeur d'échange au sein du système, et qui est généralement décentralisée. À l'intérieur de cette blockchain, vous avez plusieurs personnes, plusieurs statuts professionnels qui font vivre tout le système. Lorsque, par exemple, nous prenons la blockchain Ethereum, à l'intérieur, nous allons trouver des développeurs, des hackers, des cryptographes, ça c'est le côté technique, mais nous allons également trouver ce qu'on va appeler des architectes. Ça peut être des architectes techniques, ça peut être des architectes sociaux qui vont utiliser ce qu'on va appeler la théorie des jeux. Et notamment, je vous invite énormément pour ceux qui s'intéressent, les juristes qui s'intéressent à la blockchain, à faire une recherche sur la théorie des jeux de Nash et de plein d'autres chercheurs et savants qui ont travaillé sur le comportement économique. Et donc, tout ce petit monde-là
Bien sûr, à ce petit monde-là vient s'ajouter toute la communauté des utilisateurs de cette blockchain. Ça peut être des utilisateurs de la crypto-monnaie qui est liée à cette blockchain. Ça peut être également les utilisateurs juste du système. Par exemple, si on prend la blockchain Bitcoin, eh bien, la plupart des utilisateurs, c'est des gens qui vont se faire des transactions. Ce n'est pas parce que, par exemple, vous avez un compte sur Coinbase ou sur Binance et que vous faites des transactions en Bitcoin que vous ne faites pas partie des utilisateurs de Bitcoin. Vous faites partie des utilisateurs de Bitcoin. Et donc, on voit que ça, c'est un réseau fermé, une communauté fermée, mais qui a tendance aujourd'hui, bien sûr, à sortir, à s'ouvrir au reste du monde. D'où ce qu'on va appeler l'adoption de masse du Bitcoin, par exemple. De l'autre côté, nous avons un système qui a fait son temps, qui a plus de probablement 10 000 ans d'existence, qui est centralisé, suivant bien sûr chaque civilisation. Aujourd'hui, la civilisation dominante, c'est la civilisation occidentale qui a tendance, à tort et à travers, à vouloir imposer son modèle d'organisation politique qui s'appelle la démocratie. Et donc, ce système-là, il est plutôt centralisé pour la plupart du temps. Et il tourne soit autour d'un monarque, ou alors autour d'un personnage élu, qu'on va appeler président, ou qu'on pourrait appeler ministre, premier ministre, et qui font tous, ou la plupart, allégeance soit au monarque, ou alors à la Constitution. Ce modèle, surtout basé sur les élections, c'est un modèle qui a tendance à mettre au centre de son fonctionnement un document, ce fameux document important qu'on appelle la Constitution, parce que cela permet d'éviter que le pays, ou bien le système, ou bien l'État, ou bien le réseau ne fonctionne que suivant les humeurs du monarque, ou bien suivant les coups bas qui viendraient des différents groupes qui orbitent autour de la famille du monarque. Je prends l'exemple de la monarchie anglo-saxonne en Angleterre. Et donc, aujourd'hui, avec l'apparition et l'adoption lente mais certaine de modèles décentralisés basés sur la blockchain, on commence à se rendre compte que eh bien, le pouvoir sort de la main de quelques personnes et commence à être un bien public qui se retrouve entre la main de plusieurs petites personnes qui jusqu'alors n'avaient pas cette capacité à faire entendre leur voix. À partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va falloir que les juristes fassent, entre guillemets, leur choix. Leur choix par rapport au maître qu'ils vont servir. Parce que là, actuellement, honnêtement parlant, dans la plupart des cas, quand je travaille uniquement à faire en sorte que la blockchain soit adoptée massivement et surtout comprise par les juristes, parce que qu'on le veuille ou non, la blockchain c'est avant tout un outil administratif, un outil comportemental ou juridico-comportemental qui permet de pouvoir prédire à l'avance quel serait le comportement d'une personne dans un réseau bien précis en partant d'un point de vue motivation financière ou d'un point de vue
motivation convictionnelle. La grande différence entre ces deux modèles de fonctionnement se base sur le système qui permet de générer et d'assurer la confiance. Dans le modèle centralisé, type démocratie, type monarchie, celui qui assure la confiance, c'est le souverain. Et le souverain, c'est soit, si c'est dans une monarchie si c'est dans une monarchie, ça va être la royauté. Si c'est dans une démocratie populaire, le souverain, c'est d'abord la constitution, puisque même le président est obligé, en temps normal, de se soumettre à la constitution. La particularité de ce système, c'est que à tout moment, il peut être mis en danger. Ce système peut s'écrouler s'il y a des mésententes entre différentes parties. Et pour le système décentralisé, celui qui est le responsable de la confiance, c'est un consensus entre les différentes parties, les participants au réseau, consensus qui sera symbolisé par un algorithme. Donc, pour pouvoir mettre en place cet algorithme, il faut d'abord arriver à mettre en place ce qu'on va appeler un consensus social. C'est dans le consensus social qu'on arrivera à déterminer ce qui va être codifié pour ressembler, pour rendre vivant ce consensus social. Et surtout pour pouvoir à l'avance construire les différents comportements sur lesquels le consensus social s'est arrêté, sur lequel le consensus social a pris des décisions. Donc, cela sous-entend finalement que un juriste qui a été formé dans ce système centralisé aura tendance d'abord à interpréter toute information qui proviendrait de l'extérieur d'un point de vue du consensus centralisé, d'un point de vue de la Constitution, d'un point de vue de la monarchie. Par contre, une fois que le jury se rend compte que, en fait, il y a également un autre système qui fonctionne avec un autre consensus de protection de la confiance, eh bien, on voit que tout de suite, le juriste est comme déchiré en deux. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu lorsque, en 2011-2012, j'ai fait mes premiers pas dans la blockchain. Et ce sentiment s'est appesanti en 2016, lorsque j'ai commencé à travailler sur un certain nombre de protocoles, un certain nombre de projets smart contracts, un certain nombre de projets dont, si tout va bien, vous verrez un exemple très très prochainement, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur le site DeepFab. C'est une DAO que vous pourrez tester. Il est live, la DAO est live sur le testnet de Rinkeby. Donc, la question suprême qui pourrait se poser, c'est finalement, le juriste, est-ce qu'il va devoir servir à la fois deux maîtres que sont la blockchain et la constitution, ou alors l'un des deux maîtres va devoir se soumettre à l'autre? Si je veux paraphraser la question, c'est à qui le juriste va devoir faire allégeance?
moi, je pense que le juriste n'a pas à faire allégeance à un système ou à un autre. Je pense que ici, nous sommes à une époque, à un moment transitionnel dans lequel le juriste va jouer le rôle de berger, d'éclaireur. Parce que c'est le juriste qui maîtrise les différents processus d'organisation de l'ordre dans la société. Quand je dis l'ordre, c'est dans le sens de la loi, dans le sens à la fois législatif et judiciaire, pas dans le sens pénal. Quoique, les smart contracts, quand on va commencer, quand les juristes auront vraiment compris le cœur des smart contracts et de leur fonctionnement, ils vont se rendre compte que l'aspect pénal va jouer un très 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 grand rôle. Donc, le juriste en question n'aura pas à servir de maître parce qu'il ne s'agira pas en réalité d'écrire de nouvelles lois pour légaliser la blockchain. C'est pour cela que quand je vois l'Union européenne, les députés préparer une loi qu'ils appellent MiCA, je ris du coin de la bouche, du coin des lèvres, parce que la blockchain en elle-même, c'est du droit. Plutôt que de chercher à construire de nouveaux éléments, de nouvelles lois qui vont réguler une régulation, il est préférable plutôt de patienter, mais surtout de créer des bacs à sable, des sandbox, qui permettent à tous ces entrepreneurs qui veulent se lancer dans le Web3, qui veulent se lancer dans la blockchain, d'avoir la sécurité juridique et économique nécessaire pour rendre beaucoup plus facilement accessible au reste de la société ces différents instruments que je dirais à la limite juridico-administratifs, que sont la blockchain et les smart contracts. Aujourd'hui, un juriste n'a pas besoin d'apprendre à coder. Par contre, il y a une nécessité de comprendre comment le système fonctionne et être capable d'interpréter par exemple un smart contract. Et pour l'interpréter, on n'a pas besoin d'apprendre à coder. On n'a pas besoin de rédiger de A à Z un smart contract. Je sais le faire, mais ça c'est parce que moi j'ai décidé de le faire. Et que je le fais parce que c'est une passion. Et d'ailleurs, en ce sens-là, nous formons des juristes qui sont capables de voir un protocole DeFi, finance décentralisée, et de pouvoir l'interpréter juridiquement, d'interpréter son code. Je m'excuse de la lumière, j'ai complètement oublié d'apporter mes spots. Et donc j'ai une variation de la lumière. Pour les prochaines fois, je ferai tout pour que tout soit propre. Voilà. En conclusion, je pense que il y a un besoin d'engagement de la part des juristes. Le monde de la blockchain, il est complètement vierge. Il n'attend que les juristes qui viennent s'asseoir, travailler, comprendre, et ça n'a qu'à paraître. Et on finira par se rendre compte qu'en fait, c'est juste un outil qui permet de renforcer ce que nous appelons dans le droit la rule of law. Ainsi s'achève cette séance d'aujourd'hui qui n'est pas aussi longue que celle que nous avons habituellement. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne semaine et à très vite sur
DeepFab.